travers le monde, 50 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Je me demande franchement ce qui se passe. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow. Quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dans cet épisode, une rencontre du troisième type en plein milieu d'une route. Il y a... C'est quoi ça? On ne dirait pas un être humain. Au cœur de l'Amérique, une récolte infernale. Ce n'est pas un incendie lent et ordinaire. C'est violent et soudain. S'agit-il de la première attaque d'une série à travers le pays? Et, après avoir rencontré nos porte-avions, Mon Dieu, regarde-moi ça. des ovnis se dirigent-ils à présent vers nos paquebots de croisière? Si la capitaine est intriguée, c'est qu'il y a quelque chose de très inhabituel. Et si c'est suffisamment étrange pour la capitaine, alors ça l'est pour moi. Des phénomènes étranges, C'est pas vrai. des mystères ont été filmés. C'est hallucinant. Que cachent ces étranges vidéos? Nous sommes à Ishinda, une ville du Jharkhand en Inde orientale. Le 27 avril 2021, un motocycliste sur l'autoroute 75 filme son trajet avec son téléphone. Les motocyclistes traversent un pont sur une autoroute en pleine nuit, il n'y a aucune lumière, sauf celle de leur phare. Tout à coup, il aperçoit quelque chose d'étrange sur le bord de la route. Je ne vois rien, mais... Ah si, il y a... C'est quoi ça? Dans les phares, on distingue ce qui semble être une silhouette humaine. Mais la personne est nue. C'est très effrayant. Est-ce même une vraie personne? Je regarde la silhouette. Et son allure, sa façon de marcher est étrange. Elle est très maniérée, très raffinée. Soudain, la silhouette humanoïde se retourne vers les motocyclistes. Son visage se fond dans l'ombre. Si j'étais à moto et que je voyais ça, je n'aurais pas ralenti pour filmer. Les témoins restent sur leur moto. Ils hésitent à s'approcher. On ne dirait pas un être humain. L'individu dégingandé ne semble pas prêter attention à ce qui se passe autour et se contente de s'éloigner dans l'obscurité. C'est effrayant d'être témoin d'une telle scène sur la route en pleine nuit. Et les auteurs de la vidéo ont l'air assez inquiets. Ils ont peur de ce qu'ils viennent de croiser. La scientifique Liberty Vittert examine les témoignages relatifs à cette étrange rencontre. Tous les témoignages disent la même chose. Les habitants du Jharkhand en Inde pensent avoir vu un extraterrestre. Au premier abord, on dirait qu'il s'agit d'une personne mince. Mais lorsque la caméra se rapproche, on s'aperçoit que la silhouette est disproportionnée. Elle est très grande, très mince, et les bras sont anormalement longs. Non seulement son corps a l'air nu, mais on dirait qu'il n'y a aucun poil. C'est une sorte de peau lisse, marbrée, et d'une couleur très étrange, grise ou crème. Beaucoup associent cette figure au type d'extraterrestre gris qui s'est imposé dans la culture populaire après l'incident de Roswell. Cette idée que les extraterrestres sont humanoïdes, mais pas tout à fait humains, avec une grande tête, de grands yeux, de longs bras et de longs doigts, et plus ou moins de cette couleur. On pense souvent que les extraterrestres ont une apparence humanoïde, mais rien ne laisse supposer que la vie provenant d'autres planètes serait humanoïde. Elle pourrait être très différente. Il pourrait même s'agir d'une intelligence artificielle. Selon une théorie, ces extraterrestres gris seraient en fait nous dans le futur. Il s'agirait d'une sorte de tourisme historique de l'homme dans des milliers, voire des millions d'années, qui reviendraient à notre époque juste pour nous regarder, comme l'on regarderait des gens du néolithique ou de la période Tudor. Les extraterrestres connaissent les passages piétons ? Mais le biologiste Leslie Samuel découvre des témoignages qui confirment que ce bipède étrange n'est pas un extraterrestre.
Des témoins ont déclaré avoir vu cette chose ou cet être en rentrant chez eux après un enterrement. Mais en y regardant de plus près, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une femme. D'autres passants ont confirmé avoir vu la même chose. Dans ce cas, il convient de se demander pourquoi cette femme se promène seule, nue, en pleine nuit, dans une rue très fréquentée. La biologiste Kelly Price pense que cette femme pourrait servir d'appât pour piéger les automobilistes. Serait-ce un piège? Est-elle là pour attirer des gens afin de les attaquer et les voler? L'Inde fut longtemps parcourue par les bandits de grand chemin, notamment une secte d'étrangleurs qui a sévi sur le sous-continent pendant des générations. Les origines de ce culte violent, les thugs, remontent au XIIe siècle. En sanskrit ancien, ce terme signifie « dissimuler » et le mot « thug » a été repris en anglais pour désigner un voyou. Le mode opératoire des thugs consistait à se lier d'amitié avec les riches marchands et les voyageurs sur les routes commerciales, puis une fois leur confiance gagnée, ils les tuaient et les détroussaient. Les enfants nés dans ce culte étaient formés dès le plus jeune âge à l'utilisation d'un nœud coulant sacré appelé rumal pour étrangler leurs victimes rapidement et sans bruit. Chaque mort était considérée comme un sacrifice à la déesse Kali. À une période, les thugs étaient responsables d'environ 40 000 décès par an en Inde sous le Raj britannique. L'un des membres de la secte, un certain Thug Behram, détient le record du tueur en série le plus prolifique au monde. Il a tué au moins 150 personnes et a admis avoir assisté au meurtre de plus de 900 autres. Face à la forte hausse de la criminalité en Inde, les habitants évitent de se promener sur les routes la nuit. Avec environ 30 000 homicides par an, on pourrait penser que la secte Thug est de retour et qu'elle est plus forte que jamais. Mais en réalité, si l'on regarde les statistiques de plus près, on constate que la plupart de ces meurtres sont liés à des violences et litiges familiaux ou à des questions d'argent entre personnes qui se connaissent déjà. Mais alors qu'est-ce qui se passe? En Inde orientale, des motocyclistes méfiants filment un être étrange, imberbe et marchant nu sur le bord d'une autoroute. Les habitants du Jharkhand affirment avoir vu un extraterrestre, et à première vue, on peut comprendre pourquoi. L'historien Tony McMahon soupçonne cette femme de couleur gris cendré d'être une adepte d'un culte en Inde représenté par les sadhus. Les sadhus pratiquent une forme extrême de l'hindouisme. Ce sont des ascètes. Ils rejettent tout bien matériel. Ils vivent des restes et de la charité. On croit même qu'ils ont le don de prophétie, la capacité de voir l'avenir. La plupart des sadhus sont des hommes, mais il y a aussi quelques femmes. On raconte que les membres de l'une des sectes de sadhus, les plus radicales, se nourrissent des restes calcinés de cadavres, pensant ainsi obtenir la vie éternelle. La plupart des sadhus ont des croyances moins extrêmes. Le sous-continent indien en compte plus de 5 millions. Ils se réunissent lors d'un événement appelé Kumbh Mela, où des centaines de sadhus nus se jettent dans une rivière sacrée. Certains sadhus se rasent tout le corps, tandis que d'autres se dénudent et enduisent leur peau de cendres de bois de santal. Beaucoup fument de grandes quantités de cannabis, afin, paraît-il, de les aider dans leur éveil spirituel. Cette description pourrait expliquer à la fois l'apparence et le comportement de la femme de la vidéo. Mais Leslie Samuel souligne une contradiction de cette hypothèse. Les femmes sadhus ne se dénudent jamais. Donc, pour moi, ce n'en est pas une. La nudité chez les femmes est mal perçue en Inde. En 2020, une Française encourait jusqu'à 3 ans de prison pour s'être dénudée sur un pont enjambant le Gange à Rishikesh. La police locale a ouvert une enquête sur l'incident à Jharkhand, mais l'identité de la femme nue reste un mystère. Par chance, les personnes qui la filmaient semblaient trop effrayées pour la déranger. Quelles que soient nos théories, espérons seulement que cette personne a été aidée. Quoi qu'il en soit, il y a clairement un problème. J'espère juste qu'elle va bien. J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs l'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. Nous sommes à New Ulm,
dans le comté de Brown, dans le Minnesota. 13 000 habitants. Le 1er juin 2021, vers 18h15, une caméra de sécurité filme la paisible ville agricole. Je vois une zone de stockage avec des réservoirs et de la tuyauterie. Est-ce un site industriel ou chimique? Je ne sais pas. Quand tout à coup, On dirait un panache de fumée et quelque chose s'envole du toit. Boum! Seigneur! Wow! puis une explosion foudroyante traverse les silos restants. C'est une sacrée explosion. On a dû l'entendre à des kilomètres. On dirait que tout s'est passé très vite. L'explosion est d'une violence. J'espère que personne n'a été blessé. Question logique, que s'est-il passé? Le Minnesota produit environ 40 millions de tonnes de céréales par an, soit le poids de 375 porte-avions. Le comté de Brown compte à lui seul près de 1000 exploitations agricoles, principalement axées sur la production céréalière. On voit un élévateur à grains. C'est une sorte de station de collecte où des quantités massives de céréales sont acheminées et empilées dans ces gros cylindres. Comment un silo à grains explose comme ça? Ce n'est pas un incendie lent et ordinaire, c'est violent et soudain. Est-ce qu'une bombe a pu causer ça? Une réserve de céréales dans une petite ville américaine, ce n'est pas la cible habituelle d'un attentat terroriste. Mais au XXIe siècle, tout est interconnecté avec Internet. Par conséquent, rien ne doit être exclu. Les terroristes s'en prennent aux militaires, aux civils, aux réseaux. Alors pourquoi pas à l'agriculture? Imaginez un système agricole perturbé ou mis entièrement hors service. Des documents d'Al-Qaïda découverts en Afghanistan en 2001 ont dévoilé un plan terroriste visant l'agriculture américaine. Le but était de perturber la chaîne alimentaire en contaminant les provisions, en détruisant les réseaux de distribution et en rendant dangereux le simple fait de manger. Empoisonner la chaîne alimentaire est une tactique révoltante, mais qui a déjà fonctionné par le passé. Par exemple, ce qu'ont fait les terroristes palestiniens dans les années 70. Ils ont eu l'idée peu sympathique d'injecter du mercure dans des oranges. En janvier 1978, du mercure liquide est injecté dans des oranges israéliennes vendues sur les marchés européens. Seules 12 personnes succombent à l'empoisonnement. Mais l'objectif était atteint, créer un sentiment d'hystérie collective. Les gens ont pris peur et ont cessé de manger des oranges. Le taux d'exportation d'agrumes d'Israël vers l'Europe a chuté de 40%. Et il ne s'est jamais rétabli. Aujourd'hui encore, Israël exporte 75% d'agrumes de moins qu'avant les attaques. L'agroterrorisme n'affecte pas seulement la nourriture dans nos assiettes. Il a de graves répercussions économiques. S'il s'agissait d'une attaque parmi d'autres contre l'agriculture américaine, ce serait un vrai désastre pour l'économie. Les exportations de maïs représentent à elles seules 7,6 milliards de dollars pour le pays. Et c'est sans compter tous les produits à base de céréales. Les exportations agricoles des États-Unis représentent plus de 140 milliards de dollars par an. La chaîne d'approvisionnement mondiale serait impactée et les répercussions financières pourraient paralyser l'économie. Nos chaînes d'approvisionnement alimentaire sont peu protégées. On n'estime pas nécessaire de placer des gardes armés devant les silos à grains. Pourtant, nous dépendons de cette chaîne d'approvisionnement. La perturbation de l'approvisionnement alimentaire ne se limite pas à un préjudice financier. On pourrait aussi être confronté à des pénuries alimentaires, à des troubles civils dus au manque de nourriture ou à une famine. Mais l'ingénieur Nick Householder doute que cette explosion soit liée à une attaque terroriste. Selon lui, elle a peut-être été causée par un tueur presque invisible qui se cache dans toutes les céréales. La céréale en elle-même n'est pas particulièrement combustible, ni même inflammable. Mais une fois transformée, elle produit une immense quantité d'un matériau très combustible, la poussière.
L'ingénieur veut découvrir si la poussière peut provoquer une explosion aussi intense que celle sur la vidéo. Je vais avoir besoin d'une source de combustible, d'un peu de poussière et de quoi la brûler. Bien. Le triangle du feu pour la combustion nécessite 3 éléments. Un combustible, une source de chaleur et de l'oxygène. C'est un bâtonnet, c'est inflammable. Si j'allume une extrémité, il s'enflamme. Mais comment faire pour qu'il brûle 2 fois plus vite? J'allume l'autre extrémité. Voilà. J'ai un bâtonnet qui brûle 2 fois plus vite. Comment faire pour qu'il brûle 4 fois plus vite? Eh bien, je le casse en 2. Si j'allume ces extrémités, j'obtiens un bâtonnet qui brûle 4 fois plus vite. Chaque fois que je casse le bâtonnet, le chiffre continue d'augmenter. Je peux le brûler de plus en plus rapidement et de façon exponentielle. En réalité, ce que je fais, c'est que j'expose davantage le bois à l'oxygène, lui permettant de brûler. En devenant de plus en plus petit, à la fin, je n'aurai plus que la poussière. Et que se passe-t-il lorsqu'il n'y a plus que de la poussière? Eh bien, vous l'avez vu. À elles seules, les fines particules de poussière créent une combustion instantanée et non une explosion violente. La poussière doit être confinée. Chaque fois qu'un feu est confiné, la pression augmente. Avec la pression, on obtient une explosion. Une caméra de sécurité filme l'explosion soudaine d'un silo à grains dans une petite ville du Minnesota. L'ingénieur Nick Householder veut déterminer si la poussière de céréales en est la cause. Qu'est-ce qui rend la poussière beaucoup plus combustible? C'est sa surface. Elle dispose d'une surface bien plus grande pour interagir avec l'oxygène et donc s'enflammer. L'ingénieur souhaite reproduire l'explosion et il estime que le silo lui-même peut être un facteur décisif. Il utilise un bac de plastique pour reproduire le silo et perce un trou sur le côté pour y faire passer un tuyau d'arrosage. Super système sophistiqué d'explosion de poussière à votre service. La différence entre la dernière expérience et celle-ci, c'est que je confine la poussière à l'intérieur d'un récipient. Lorsqu'elle est confinée, l'intensité de l'explosion est plus forte. Nick Householder est un expert en ingénierie et il respecte les mesures de sécurité. Ne reproduisez pas cette expérience à la maison ou dans votre jardin. J'ai besoin d'une source d'inflammation. J'ai donc rempli un petit bol de copeaux de bois. Afin de nous montrer le déroulement d'une explosion de poussière, Nick Householder retire le couvercle de son silo de substitution. C'est parti! Explosion de poussière dans 3, 2, 1. Waouh! Voilà la puissance d'une explosion de poussière. Nick Householder souffle fort et fait jaillir la poussière qui forme un nuage confiné qui s'enflamme instantanément, provoquant une boule de feu verticale fulgurante. Le couvercle aurait concentré l'explosion et l'aurait rendue encore plus destructrice. Lors d'une explosion typique de poussière de céréales, la détonation initiale et l'onde de choc qui s'ensuit projettent encore davantage de particules de poussière combustible dans le milieu clos, entraînant une explosion bien plus importante. Imaginez cette explosion à l'échelle industrielle. Et à mon avis, ça explique ce que vous avez vu dans la vidéo. En moyenne, 8 silos à grains explosent chaque année aux États-Unis, tuant généralement au moins une personne. Elles sont déclenchées par des mégots, des câbles défectueux ou des étincelles projetées par les appareils en acier. Ça prouve que même les choses les plus banales, comme la poussière, peuvent être mortelles. Cette explosion n'a fait aucune victime. Seul un ouvrier a été blessé et transporté à l'hôpital. L'origine de cette terrible explosion reste inconnue, mais une chose est sûre, vous ne verrez plus jamais la poussière de la même façon. Ceux qui font leur pain au levain maison devraient sans doute y réfléchir à 2 fois.
Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau. Traqueur de chars, vendredi 20h30, à Canal D. Nous sommes en mer des Caraïbes, le 10 juin 2020. La capitaine Kate McHugh se trouve sur le pont du Celebrity Edge, un navire de croisière de luxe de 306 mètres de long. Composé de 15 niveaux, c'est le navire le plus innovant de la compagnie, avec des cabines villas à 2 étages équipées de piscines privées et un salon en porte-à-faux qui peut se déplacer d'un pont à l'autre. Soudain, l'un des membres de l'équipage aperçoit quelque chose d'étrange dans le ciel. La capitaine McHugh sort immédiatement son téléphone. On voit une chose flotter dans le ciel. On se demande ce qu'elle fait, si elle bouge ou non. C'est très étrange. On dirait que quelque chose tombe du ciel très rapidement. Je ne sais pas ce que c'est. Je le vois à peine maintenant. Où est-ce qu'il est? La mystérieuse forme noire disparaît derrière le navire. La capitaine et l'équipage discutent de ce dont ils viennent d'être témoins. Qu'est-ce que c'était? C'était un drone? La capitaine McHugh se précipite sur le pont et constate que l'objet continue de tomber à environ 300 mètres de la poupe du navire. On dirait qu'il s'éloigne. Est-il contrôlé? Ou est-ce qu'il se promène librement dans l'atmosphère? C'est un mystère. L'équipage enregistre une vitesse de vent faible, moins de 5 nœuds, et écarte l'hypothèse du drone car il ne faisait aucun bruit. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'auteur de cette vidéo est la capitaine du bateau de croisière et elle-même est surprise par ce qu'elle voit. Il est certain qu'elle a passé beaucoup de temps sur l'océan à observer le ciel dépourvu de pollution lumineuse, mais ce qu'elle voit à ce moment-là, elle ne peut pas l'expliquer. Si la capitaine est intriguée, c'est qu'il y a quelque chose de très inhabituel. Et si c'est suffisamment étrange pour la capitaine, alors ça l'est pour moi. Malgré plus de 20 ans d'expérience sur les océans, la capitaine McHugh ignore ce qu'elle vient de filmer. Selon son témoignage, l'étrange objet en train de chuter serait tombé dans l'océan et aurait disparu. Qu'est-ce qui pourrait bien faire ça? Planer dans le ciel, puis plonger dans l'eau. La capitaine d'un bateau de croisière aperçoit une étrange forme qui flotte au-dessus de la mer des Caraïbes, à 20 km de la côte. La capitaine du navire a sorti son téléphone et l'a filmé, parce qu'elle a affirmé n'avoir jamais rien vu de tel. La journaliste Amy Shira Teitel découvre que, d'après la capitaine McHugh, l'objet ressemblait à une sorte d'organisme vivant. Le capitaine a affirmé que ça ressemblait à une méduse noire sortie de l'eau, qui planait dans le ciel et est passée au-dessus du navire. Je dirais que c'est possible. Une trompe marine aurait pu récupérer un objet et le relâcher dans l'atmosphère. Selon son poids, l'objet suivrait le sens du vent. Le jour de la vidéo, aucun ouragan ni aucune trombe n'ont été signalés. Mais Amy Shira Teitel découvre que certains animaux marins peuvent voler tout seuls, sans l'aide de Dame Nature. Le calmar volant projette de l'eau à une pression tellement élevée qu'il peut se propulser hors de l'eau. Et au moment de redescendre, il se déploie et il plane avant de retourner dans l'eau. À l'origine, les scientifiques pensaient que le calmar volant le faisait uniquement pour éviter les prédateurs. Mais plus tard, ils ont compris que c'était un moyen plus rapide de se déplacer. Mais le physicien Michio Kaku ne partage pas cette hypothèse. Les calmars peuvent utiliser la 3e loi du mouvement de Newton pour se propulser hors de l'eau, comme des fusées. Mais cet objet était en suspension et un calmar n'est pas capable de faire ça. Connor McCourt, ancien analyste d'images de la police de New York, étudie la vidéo. Il estime que cet objet n'est pas un animal. En analysant la vidéo, j'ai remarqué que la forme de l'objet était comparable à celle d'un parachute classique ou ascensionnel. Je sais que l'on se trouve à 20 km de la côte, mais c'est l'explication la plus logique.
La météorologue Orelon Sidney pense que la capitaine a peut-être saisi les derniers instants tragiques d'un vacancier. Aux États-Unis, environ 5 millions de personnes par an font du parachute ascensionnel. Mais ça peut être très dangereux. Le Conseil national de la sécurité des transports a constaté que les agences spécialisées ne sont soumises à aucune exigence en termes de certification, formation et équipement de sécurité. Chaque année depuis 30 ans, environ 2 personnes meurent dans des accidents de parachute ascensionnel et plus de 60 sont grièvement blessées. Une femme qui faisait du parachute ascensionnel à Puerto Vallarta au Mexique a été détachée de son bateau et s'est envolée avec son parachute. Katie Malone, 29 ans, a passé 45 effroyables minutes à plus de 40 mètres d'altitude dans une tempête avant de s'écraser sur un aérodrome infesté de crocodiles. Elle s'est fracturé le bassin et les côtes et a souffert d'un collapsus pulmonaire. Quelques années plus tard, la même chose est arrivée à un autre touriste sur la même plage. Il y a beaucoup de vent. On n'arrive pas à le ramener. Il s'éloigne. Oh bon sang. Oh, c'est pas vrai. Mon Dieu. Mon Dieu. J'y crois pas. Ils l'ont perdu. Il s'agit d'une femme qui va aller s'écraser sur des lignes électriques. Par chance, elle va bien. Mais j'imagine qu'elle ne s'attendait pas à des vacances aussi mouvementées. En le regardant, je vois que l'objet descend de lui-même, comme un parachute. Il pourrait donc s'agir d'un parachutiste ascensionnel qui a subi la même mésaventure. Mais aucun vacancier n'a été porté disparu le jour de la vidéo. À ce jour, cette étrange forme noire n'a toujours pas été identifiée. Oubliez le monstre du Loch Ness. Voici un autre mystère des eaux, encore plus surprenant. Ça relève, ça prend de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Mes amis ils disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vite chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D. Nous sommes dans une banlieue tranquille de Bangkok, en Thaïlande, le 30 décembre 2020. Un peu après 1h du matin, une caméra de surveillance filme l'entrée d'une maison. Ce sont de simples images de vidéosurveillance d'un quartier résidentiel. Il y a des portails, des poubelles, quelques voitures garées, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Quand tout à coup... Mon Dieu, c'est une ombre. C'est une ombre, c'est... incroyable. Venue de nulle part, une ombre immense surgit soudain sur la chaussée. C'est vraiment étrange. Elle est très imposante, on dirait un monstre. On ignore qui ou quoi est à l'origine de cette ombre. J'essaie de trouver quelque chose au sol susceptible de produire cette ombre. Mais je ne vois rien. Cette étrange silhouette semble venir de quelque chose ou quelqu'un qui avance discrètement hors caméra. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose en hauteur? J'ai l'impression que quelque chose est rétroéclairé. Sans doute depuis un angle très bas, ce qui cause l'intense déformation de la silhouette. J'aimerais savoir ce qu'est cette ombre et d'où elle vient. Y a-t-il quelque chose au-dessus qui protège cette silhouette dans la rue? À Bangkok, en Thaïlande, une silhouette furtive est filmée par une caméra de surveillance. Si je marchais dans une rue déserte la nuit et que je voyais une ombre comme celle-ci passer devant moi, je serais assez intrigué. Je regarderais autour de moi pour voir ce qui crée cette ombre. Et ne voyant rien, je commencerais sans doute à paniquer. Tracy Walder, ancienne agent de la CIA, examine les images. Elle soupçonne un acte criminel. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui marche en hauteur et qui projette son ombre sur le sol. La Thaïlande est confrontée à un nombre de cambriolages assez important. Rien qu'au dernier trimestre 2020, le pays a connu 11 000 cas d'atteinte aux biens. La Thaïlande, malgré son grand soleil, n'est pas un paradis pour tout le monde. Certains Thaïlandais gagnent à peine $11 par jour, tandis que les plus aisés habitent des mubans,
De somptueuses résidences privées, protégées par des vigiles armés et des caméras de surveillance, comme celle qui a filmé cette ombre étrange. Il est difficile de pénétrer dans ces résidences, mais cela n'est pas impossible. En 2012, une cambrioleuse a démarré une série de vols pendant 9 ans. Mon Chanok, cambrioleuse de 29 ans, était considérée par la police thaïlandaise comme l'une des meilleures et plus insaisissables du pays. Ces cambrioleurs doivent être rapides, habiles et surtout très courageux. Elle escaladait les murs, sautait de toit en toit et pénétrait dans les maisons huppées pour y voler ordinateurs, bijoux et tout ce qui lui tombait sous la main. Au moment de son arrestation en 2021, elle avait volé des centaines de milliers de dollars de biens. Mais l'anthropologue Dustin Growick remarque un détail sur l'ombre qui exclut l'hypothèse de l'humain. En regardant attentivement les images, on distingue une ligne en plus de l'ombre principale qui se déplace, ce qui m'amène à penser qu'il s'agit peut-être d'une ligne électrique et que quelque chose rampe dessus. On dirait presque une queue qui pend à l'arrière et qui suit le mouvement de l'ombre. Si on se demande quels animaux à longue queue vivent dans la ville de Bangkok, on pense tout de suite aux varans. Ce que l'on voit ici pourrait-il être l'ombre d'un varan qui traverse un fil électrique hors champ? Le varan malais, originaire de Thaïlande, peut atteindre plus de 2,7 m et peser jusqu'à 50 kg. Ses dents, ses griffes et sa queue sont des armes qu'il utilise pour lacérer, mordre et fouetter ses victimes. On sait que ces animaux sont d'habiles grimpeurs. En 2021, une vidéo filmée en Thaïlande a montré un varan entrer dans une épicerie et escalader les étagères jusqu'au plafond. C'est incroyable que la ville de Bangkok soit habitée par ces lézards géants. Ils en sont originaires, y vivent et semblent aller bien. Trop bien même. Septembre 2016. Au cœur du quartier d'affaires de Bangkok se trouve le parc Lumphinie. Craignant pour la sécurité des habitants et des touristes, les autorités ont tenté de lutter contre les 400 varans géants qui ont élu domicile dans le parc. Ces énormes reptiles n'ont pas peur de l'homme et sont incontrôlables. Ces lézards sont devenus un tel problème pour les habitants de Bangkok qu'ils ont tenté de les capturer, mais n'ont pu en avoir qu'une centaine. Ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport au grand nombre présent dans la ville. En général, les varans ne sont pas agressifs envers l'homme, mais lorsqu'ils le sont, ça peut être mortel. En 2002, Ronald Huff, de la ville de Newark, dans le New Jersey, a été mordu par l'un de ces 7 varans. Il s'est effondré devant sa porte d'entrée et a succombé à une septicémie. Pour ces varans, ce fut l'heure du repas. Se faire dévorer par des lézards chez soi est l'une des façons les plus terribles de mourir. En l'absence d'autres images et de témoins, la vérité sur ce qui a été filmé reste obscure. Mais une chose est sûre. Si les grands varans réussissent à traverser les lignes électriques, il est peut-être temps d'en capturer encore une centaine. Tu sais, les Hilton, tu as le goût d'aller ouvrir la porte puis d'aller voir. Les plus grands abuseurs des Hilton, c'est les Hilton. Je vais dans le ring parce que je pense que c'est impossible de comprendre cette histoire-là autrement. Être un Hilton, vendredi 21h, à Canal D. Nous sommes à Taos, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, le 13 août 2021. Un piéton remarque quelque chose d'étrange sur le trottoir et décide de s'arrêter pour mener l'enquête. Il filme avec son téléphone. C'est un insecte énorme, très massif, et surtout doté de ce qui ressemble à un dard gigantesque. Bien plus gros que tous les dards que j'ai vus, ou que j'aimerais voir d'ailleurs. Son dard en forme d'aiguille situé dans son dos est au moins 2 fois plus long que son corps. Mon 6e sens de biologiste me dit de ne pas y toucher. Instinctivement, je dis non, et encore non. Cet insecte gigantesque n'a pas l'air réel. Il semble tout droit sorti d'un film de science-fiction ou d'un terrifiant cauchemar. Combien mesure son dard? Imaginez qu'il vous transperce la peau. Ça pourrait atteindre l'os. L'insecte exhibe sa carapace marron et orange et semble diriger son affreuse pointe vers la caméra. Rien n'effraie plus les gens que certains types d'insectes.
Imaginez qu'en marchant sur le trottoir, vous tombez sur cet insecte. Que faites-vous? Vous vous enfuyez? Vous criez? Au Nouveau-Mexique, un insecte avec un dard incroyablement long a été filmé. Quand je vois un insecte inconnu avec une pointe immense, je préfère m'avouer vaincu et prendre la fuite. L'historien Craig Gottlieb découvre que cet insecte a été filmé près de l'un des centres d'essais militaires les plus secrets du pays. La vidéo a été tournée près du laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. C'est là qu'a eu lieu le projet Manhattan, où les scientifiques américains ont mis au point les armes nucléaires lors de la Seconde Guerre mondiale. Les bombes Fat Man et Little Boy. Mais ce laboratoire s'est récemment tourné vers le secteur de la biodéfense. Quand on parle d'animaux utilisés en temps de guerre, on pense aux chevaux, aux chiens, aux éléphants, voire aux dauphins. Mais étonnamment, les insectes sont très utilisés depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années selon la Bible. Un professeur de l'université du Wyoming affirme que l'Arche d'Alliance était remplie d'insectes mortels. Les Israélites l'ouvraient et lâchaient ces insectes sur leurs ennemis sur le champ de bataille. Plus récemment, lors de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont largué sur la Chine des bombes contenant des mouches dans un compartiment et un agent biologique dans l'autre qui imprégnait les insectes lors de l'impact. Les insectes contaminés ont ensuite transmis d'horribles maladies à la population chinoise. Les historiens estiment que ces engins ont tué plus de 440 000 personnes. La guerre, c'est l'enfer, on le sait tous. Mais à l'ère des modifications génétiques, l'idée d'une guerre entomologique offre des possibilités encore plus terrifiantes. Imaginez des essaims d'insectes dotés d'un dard génétiquement modifié qui diffuse des toxines mortelles dans les grandes villes. Cet insecte n'a pas l'air naturel. Il pourrait être le produit de la bio-ingénierie. Mais en regardant la vidéo, le biologiste Steve Potvin pense qu'il pourrait s'agir de l'un des plus terribles tueurs en série de la nature. Pour moi, c'est sans doute une sorte de guêpe. Une grosse guêpe. Contrairement aux abeilles qui perdent leur dard après une seule piqûre, les guêpes peuvent piquer à plusieurs reprises. Et certaines d'entre elles ont un venin incroyablement toxique. La guêpe la plus toxique est la pompile. Elle peut mesurer jusqu'à 5 cm et chasse les mygales. La guêpe femelle paralyse la mygale avec son dard et la traîne jusqu'à son terrier. Puis, digne du film Alien, elle pond un œuf sur la pauvre araignée qui deviendra le déjeuner d'un bébé guêpe. La piqûre paralyse l'arachnide, mais chez l'homme, elle est décrite comme la piqûre la plus douloureuse au monde. Elle est instantanée, électrisante et entièrement débilitante. Chaque année aux États-Unis, entre 40 et 90 personnes décèdent à cause de piqûres de guêpes ou de frelons. Lorsqu'une guêpe pique, elle libère une phéromone qui sert de signal d'information aux autres guêpes qui viennent rejoindre l'attaque. L'être humain peut tolérer en moyenne jusqu'à 20 piqûres par kilo de masse corporelle. En fonction du poids, une personne peut en tolérer environ 1500. Mais on compte 10 000 guêpes dans une ruche. Je ne pense pas vouloir tenter ma chance. Mais l'entomologiste Kevin Kasky découvre la véritable nature de l'appendice de cet insecte. Le long dard sur le dos de cet insecte n'est pas du tout un dard, mais un ovipositeur. C'est une sorte de seringue utilisée par les guêpes ichneumons femelles pour insérer leurs œufs dans le bois des arbres. Il s'agit donc d'une guêpe ichneumon femelle. Grâce aux 2 minuscules lames situées à l'extrémité de sa puissante pointe, elle perce l'écorce de l'arbre pour atteindre les larves d'insectes qui s'y cachent. Les pauvres larves deviennent une chambre d'incubation vivante pour les petits de la guêpe. Si vous croisez une guêpe comme celle-ci avec un de ses ovipositeurs, il est inutile de la tuer. Prenez une feuille et posez-la sur un arbre, elle retrouvera son chemin et fera ce qu'elle a à faire. Ces guêpes ressemblent peut-être à des monstres, mais elles sont inoffensives pour l'homme.
Souvent, quand les gens voient des insectes, ils grimacent ou sont écœurés. Mais le monde des insectes est fascinant pour ce qu'ils font, comment ils le font et pourquoi ils se perpétuent. Je les trouve vraiment cool.